Salut à tous et bienvenue pour ce podcast hors série de Fulia Liga, podcast consacré à la rivalité Real Madrid-Atlético avant le derby de samedi. Pour m'accompagner côté merengue, Elias Bailif, bonsoir. Salut, bonsoir à tous. Et côté colchonero, Pablo Sanchez, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a fait un petit conducteur, on avait dit casero, pour dire les choses rapidement, et on a trouvé un point d'inflexion qui s'appelle l'aviation, à l'époque où l'Atlético et le Real Madrid étaient susceptibles de fusionner avec l'aviation, mais les choses sont, comment dire, il y a des choses qui s'étaient passées avant, Elias. Ouais, c'est ça. On est à une période où les deux clubs ont besoin de l'Atlético Aviation. On sort de la guerre civile, il y a beaucoup de joueurs qui sont soit emprisonnés, soit disparus, soit interdits de jouer au foot. On a des installations qui sont détruites de part et d'autre ou qui sont pas en bonne forme. Et l'Atlético Aviation, c'est un club officiel, c'est un club de l'armée espagnole. Club de l'aviation plus précisément, rattaché à l'armée espagnole, et l'Atlético Aviation va offrir la fusion au Real Madrid, et le Real Madrid va refuser parce que ça impliquait entre autres de changer ses couleurs, d'abandonner ses couleurs blanches. Le Real Madrid va refuser et du coup l'Atlético Aviation va se tourner vers l'autre club de la ville, l'autre grand club de la ville, l'Atlético de Madrid, et il y a une fusion qui va se faire entre ces deux clubs-là et on va avoir l'Atlético Club Aviation qui va naître, et ça va marquer un point important dans la rivalité parce que sur les années qui vont suivre cette fusion, il y a un des clubs qui va mieux s'en sortir que l'autre, l'Atlético Club Aviation, notamment parce que ça permettait d'avoir des joueurs confirmés, ça permettait d'avoir un accès important aux installations aussi. À cette époque-là, le Real Madrid n'a pas de stade, à cette époque-là, le Real Madrid est complètement sous terre, et puis l'Atlético va bénéficier de cette fusion-là, et il va mieux s'en sortir dans les années qui vont suivre la fusion, et puis aussi il va y avoir cette accointance avec le régime, cette accointance avec l'armée qui va faire que c'était impossible de sortir indemne de cette fusion-là au niveau symbolique, mais aussi au niveau sportif. Alors précisons d'abord que j'ai bien dit Athletic au début parce que c'est une émanation de l'Athletic Club de Bilbao. Ce sont des Basques qui ont créé l'Atlético de Madrid au début du XXe siècle. Exactement. En plus, c'est drôle parce que durant les premières années de l'Athletic, donc, on appelle ce club une succursale de l'Athletic Club Bilbao. Et ce sera l'Athletic Club Madrid, mais il y aura vraiment des liens très très forts entre les deux clubs, et c'est intéressant parce que on sent déjà les prémices de la rivalité avec le Real. À cette époque-là, le Real s'appelle Madrid Club de Football, Madrid Football Club, et c'est un club qui se développe, qui devient de plus en plus fort et qui commence à prendre les joueurs les plus importants des autres clubs de Madrid. Ces clubs-là disparaissent parce qu'ils perdent leurs meilleurs éléments, et la raison pour laquelle l'Athletic Club Madrid ne disparaît pas, c'est parce qu'il peut compter sur l'arrivée de joueurs en provenance du Pays Basque, en provenance du frère basque, qui vont venir étoffer ses rangs et qui vont pouvoir garnir les équipes et maintenir un certain niveau. C'est déjà une manière de se protéger du Real Madrid à cette époque-là, de profiter du partenariat ou de la succursale qui était le club basque de Bilbao. Oui, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que au tout début, c'était surtout des étudiants, comme tu dis, qui étaient venus étudier à Madrid, des étudiants basques. Et donc, c'était une équipe formée d'ingénieurs, de médecins. Et le foot était vraiment une espèce de passion un peu à côté. Les parents, ils voulaient absolument pas que ces joueurs fassent du foot parce que c'était quelque chose d'un peu populaire. Alors que justement, c'était des étudiants qui étaient destinés à une grande carrière et à relever le pays. Enfin, c'était une époque un peu sombre de l'Espagne, au début du siècle. Comment expliquer que par exemple l'Atlético ait un peu omis cette page de son histoire finalement, parce que c'est une page majeure, cette fusion avec l'aviation, et on a l'impression que voilà, on veut la mettre un peu sous le tapis, et que quand on parle de club franquiste, pour dire les choses rapidement, on pense avant tout à l'époque Santiago Bernabéu du Real Madrid. Bon, en réalité, l'Atlético Aviación est arrivé à un moment parfait pour l'Atlético parce que l'Atlético était, comme Elias l'a dit, complètement, le stade était complètement détruit, il était complètement ruiné, il y avait plus de joueurs, il y avait, donc c'était vraiment une situation difficile. Ils avaient une dette de plus d'1 million de pesetas, un truc comme ça, énorme. Donc l'équipe du régime, qui suppose énormément d'argent, est arrivée vraiment comme une bénédiction, et ça a vraiment permis de sauver ce club qui était au bord du gouffre.
coup, c'est compréhensible qu'on soit pas très très fier de la part de l'Atlético d'avoir fait cette fusion, mais on était à un moment donné où c'était nécessaire. Et puis on se rend compte quand on étudie un peu l'histoire des clubs et du franquisme que même si il y a des avis qui s'opposent au franquisme, ou même si ces fusions se font un peu à contre-cœur, au final, soit vous avez pas vraiment le choix parce que on vous fait bien comprendre qu'il faut faire ce que le régime vous dit de faire, et puis d'autre part, les circonstances étaient telles que les présidents ou les gens qui dirigeaient pensaient à leur club, et c'était un petit miracle quand même que l'Atlético ne disparaisse pas à cette époque-là. En comparaison, le Real Madrid va tarder des années à se relever de la guerre civile, et ça va être des années noires, vraiment. Ça va être des années où juste avoir des joueurs, ou juste pouvoir trouver un terrain, ou juste le fait de pouvoir disputer des matchs, c'était une galère monumentale. Il y a à l'époque, il y a plusieurs clubs qui sont sur les rangs pour fusionner avec l'Aviation, et les clubs qui n'ont pas été choisis ont disparu quelques mois ou quelques années plus tard. Donc effectivement, pour l'Atlético, c'était une très bonne chose, puisque il en est allé de sa survie. Il faut préciser aussi que l'Aviation jouait dans le championnat d'Aragon. Ils sont champions d'Aragon. Parce que il y a eu un déménagement dû à la guerre civile, justement, et ils ont joué à Saragosse. Et qu'en fusionnant, ils sont revenus en Castille aussi. Donc voilà, ils ont participé à la Copa Generalissimo, donc l'ancêtre, enfin ce qui était la coupe du roi, qui après est devenue la coupe en l'honneur de Franco. Et ils ont été éliminés en quart, je crois, en 1939, en tant que représentant d'Aragon. Donc voilà pour la petite anecdote. Et puis on se demandait aussi quel était l'état de la rivalité à l'époque entre les joueurs du Real Madrid et de l'Atlético, dans quel sens ça allait. Et évidemment, quand on pense à la rivalité à l'heure actuelle en Espagne, on pense surtout à Real Madrid Football Club Barcelone. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. C'était vraiment à l'intérieur de Madrid la vraie rivalité entre les deux clubs. Exactement, ouais. D'une part, le Real et le Barça, dans les années 30, 40, ils ont pas des grands liens, ils sont pas très très concernés. Ces deux clubs qui vont souffrir ensemble, ces deux clubs qui parfois vont proposer de se prêter assistance, ou qui vont avoir des échanges assez fraternels, on va dire. C'est pas la même chose avec l'Atlético, parce que c'est les deux clubs de Madrid, c'est les deux grands clubs de la ville, et évidemment il y a une rivalité qui se crée, et une rivalité qui va se créer dès les premiers instants. La première finale que dispute l'Atlético, c'est le premier grand match de l'histoire du club, si on peut dire. C'est un tournoi assez anecdotique parce qu'il a disparu, c'est un tournoi plus régional qu'autre chose, mais il la perd contre le Real Madrid. Déjà, vous avez un premier moment important dans l'histoire de ces deux clubs, cette finale perdue contre le Real, et puis un autre épisode qui va forger la rivalité, qui va vraiment la faire passer sur le plan d'une rivalité entre les aficiones, entre les fans, et pas seulement entre les joueurs. C'est que il y a la Liga qui est créée en 1928, et puis en 1930 l'Atlético va être relégué. Il finit dernier du championnat, il va être relégué. Il avait déjà fini dans des positions basses l'année d'avant, mais les relégations n'existaient pas. Donc, cette fois, deuxième édition du championnat, l'Atlético est relégué. Et puis le Real Madrid et les fans du Real Madrid vont acheter une page dans le journal, et ils vont ils créent un avis mortuaire, une sorte d'avis mortuaire, en lamentant la disparition de leur plus grand rival. C'est déjà une petite pique, une petite provocation qui va faire que cette rivalité va prendre une nouvelle tournure. Dans les années 50, après, c'est la grande période de l'Atlético, avec la delantera de Seda, la delantera de Cristal, et 2 titres de champion avec Elenio Herrera. D'ailleurs, il y a un article dans Foya Liga, de mémoire, c'est Benjamin Brochet qui l'a écrit. C'est à l'époque où Herrera était un entraîneur offensif, et c'est à l'époque où il y avait Ben Barek notamment, et Marcel Domingo dans les cages, qui étaient 2 fois Samuel avec l'Atlético. Est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment l'âge d'or de l'Atlético à ce moment-là, un âge d'or qui va s'estomper au profit au milieu de la décennie 50 pour le Real Madrid, avec sa racha de victoire en Coupe d'Europe des clubs champions? En tout cas, âge d'or au niveau du jeu, oui, parce que tout le monde se rappelle de cette équipe comme une équipe incroyable. Mais au final, les années 50 sont pas forcément les plus prolifiques au niveau des titres.
Mais comme quoi le jeu marque plus que les titres, parce que les années 60 sont plus prolifiques au niveau des titres. Il y a plusieurs coupes du roi, je crois, une Liga en tout cas, 65, 66 si je me trompe pas. Donc au niveau du jeu, il y a, comme tu as dit, la Delantera de Cristal qui marque, et on en parle encore maintenant, peut-être après 70 ans après. Donc on voit vraiment que cette équipe a marqué les années 50 dans le foot espagnol. Et puis durant ces années-là, on va avoir une sorte de bastion de résistance au Real Madrid qui va se créer en Espagne, parce que le Real Madrid règne sur l'Europe, le Real Madrid devient petit à petit le club le plus en vogue, le club le plus qui va aimer s'afficher comme le plus grand club du monde. Mais en Espagne, il y a d'une part le Barça qui parvient à gagner quelques titres, et puis aussi l'Atlético qui va frustrer le Real Madrid, et le Real Madrid va vivre une époque dorée en Europe, mais en Espagne ce sera pas toujours facile, il va subir quelques frustrations. Donc c'est des époques aussi qui participent à créer de la rivalité, parce que si vous arrivez à battre le club qui gagne la Coupe d'Europe, c'est comme si vous étiez plus fort que lui, c'est comme si vous étiez une sorte de champion d'Europe par procuration. Ce raisonnement est pas d'un point de vue sportif, mais du point de vue symbolique. Les fans, on comprend qu'ils puissent y attacher une grande importance. Oui, la Delantera de Cristal reste aussi une des plus grandes frustrations pour les supporters colchoneros, parce que son surnom de Delantera de Cristal, ça vient du fait que les joueurs la ligne d'attaque n'a jamais pu jouer quasiment au complet. C'était vraiment, il y a eu énormément de blessures, c'est pour ça qu'on disait Cristal. Elle se cassait énormément, et donc j'ai plus tous les noms en tête. Je me rappelle qu'il y avait Carlson, Ben Barek. Faut que je les retrouve là. Je les ai dans la tête, mais c'était j'ai peur de confondre avec une autre période de l'Atlético, mais c'est aussi une espèce de grande de manque finalement, parce que l'Atlético a vraiment pu régner plus longtemps sans toutes ces blessures. Oui, il y avait effectivement Ben Barek, c'est ce que tu disais, c'est Vicente Calderón qui a été le chercher à Paris. Je sais plus dans quel club il jouait, je crois. Si je me trompe pas, hein, mais je crois que c'est lui. Je crois que c'est au Stade Français, je crois, de mémoire. Ok, ouais, bah voilà, c'était ça. Et du coup, c'était un peu le pari un peu qui a fait sensation, parce qu'en plus c'était un joueur étranger avec un nom plutôt musulman dans une Espagne assez traditionnelle, tout franco. Donc c'était un peu la sensation. Ouais, Vicente Calderón a complètement fait muter l'Atlético, on va dire, à la moitié du XXe siècle. Ouais, c'est vraiment il mérite amplement le stade à son nom. C'était une personne qui était au service de l'Atlético, mais qui adorait ce club, et qui d'ailleurs, en revenant par rapport à l'époque de l'Atlético Aviación, tout se faisait par rapport, enfin, comme dans n'importe quelle dictature, tout doit passer par la dictature. Et le premier match au Calderón, c'était Espagne-Uruguay, je crois. Et justement, Franco était là. Et Vicente Calderón était un peu catastrophé parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur pour faire monter Franco. Et c'était une espèce de petite honte, disons, parce que Vicente Calderón, c'était vraiment quelqu'un qui adorait son club, qui voulait absolument que le club soit vraiment parfait, vraiment resplendissant, parce qu'il l'adorait. Et du coup, il était vraiment catastrophé parce qu'il y avait pas d'ascenseur. Et Franco lui a dit mais demain vous passez au ministère de Fomento. Je sais pas comment on peut traduire en espagnol, en français. Fomento, c'est si quelqu'un peut m'aider par rapport à Fomento, je sais pas. Mais du coup, c'était vraiment Vicente Calderón qui est allé lui-même au ministère le lendemain pour aller demander, et 2-3 semaines après, il y avait un ascenseur. Donc Vicente Calderón était vraiment sur tous les petits détails, il adorait son équipe, et c'est un peu le père de l'Atlético dans cette période. Ministère du développement, ministère de Fomento, ministère du développement des infrastructures, on va dire. Il y a une petite anecdote intéressante à la fois sur Santiago Bernabéu et sur Calderón. Je sais plus qui avait écrit ce papier-là dans Furia Liga, mais Bernabéu a joué pour l'Atlético, a joué un match pour l'Atlético dans les années 20, et Calderón était abonné à Chamaltin. Comme quoi. Et finalement, d'ailleurs le match disputé par Bernabéu
avec l'Atlético a pas toujours été bien encaissé par pas mal de supporters merengue. Et pour revenir à la delantera des Cristal, j'ai retrouvé les noms. Donc il y a bien Carlson et Benmarek, Juncosa, Escudero et Pérez Paya, et qui n'a jamais pu jouer complètement ensemble. D'ailleurs, c'est assez étonnant la trajectoire d'entraîneur d'Herrera, puisqu'après avoir développé un jeu ultra offensif avec l'une des plus grandes attaques de l'histoire de l'Atlético, il a ensuite poussé le Catenaccio à une sorte de au rang d'art, si on peut l'appeler comme ça, avec l'Inter. Il a gagné deux coupes d'Europe consécutives avec l'Inter. Et d'ailleurs, je me demande s'il a pas battu le Real Madrid dans une finale. Il perd le Real Madrid, et à partir de cette époque-là, c'est la fin de Di Stefano, c'est l'époque où il va être fortement remis en question, puis on va le pousser un peu gentiment, mais sûrement en dehors du club. Ouais, c'est il part à l'Espagnol Barcelone, c'est si je me rappelle bien. Exactement, c'est juste. Il part à Sarria, et c'est le début du Madrid des Yéyés. Et le seul qui va rester, ce sera Paco Gento. Paco Gento la gagnera en 66, et donc sera le seul et unique joueur à avoir remporté 6 coupes d'Europe des clubs champions. Et l'héritage de Gento, non seulement il est président d'honneur du Real Madrid, mais en plus il a son petit neveu qui joue dans l'équipe actuelle, qui s'appelle Marcos Llorente. Et toute la famille liée à Gento a joué au Real Madrid, et je crois que c'est Chloé Girardin qui a écrit là-dessus sur la filiation, une sorte de dynastie au Real Madrid, toute la famille Gento Llorente. Voilà. Donc ça aussi c'est une sacrée histoire dans l'histoire au Real Madrid. Par quoi voulez-vous continuer, mes chers spécialistes? Je voulais juste rebondir sur un truc que t'as dit. T'as parlé de Calderón et Bernabéu qui avaient aussi un lien avec le club rival. Mais en fait, il faut aussi comprendre que malgré toute cette rivalité énorme, on est dans une même ville, c'est une proximité géographique évidente. Donc il y a des familles qui sont divisées avec ce Real Atlético. Mais même maintenant c'est un peu plus marqué, la rivalité encore plus marquée, mais dans les années 20 où Bernabéu justement a joué avec l'Atlético, les 20, 30 même. Par exemple, mon grand-père me racontait qu'il allait voir l'Atlético au Metropolitano, mais s'il voulait, il allait à Chamartín regarder le Real, et au final, ce qui importait, c'était le buen football, voir les bons matchs et passer un bon moment avec des amis. Il n'y avait pas une rivalité aussi, pas forcément malsaine, mais il n'y avait pas une rivalité aussi exacerbée. Ça, c'est quelque chose qui est qu'on retrouve toujours en Espagne. J'ai fait plusieurs derbys, j'ai fait 2 fois celui de Séville, notamment. Après, moi, j'habite à Valence, donc j'ai Valence Levante. Mais c'est vrai que, alors, c'est peut-être moins vrai à Valence parce que Levante, c'est quand même circonscrit au quartier d'Orioles. Il n'y a pas vraiment de grande afición de Levante. Mais en revanche, à Séville, c'est beaucoup plus marqué. Et c'est intéressant quand on parle avec des gens des deux camps, c'est qu'effectivement, dans les familles, t'as 2 jours dans l'année où ils vont pas tous parler pour la paix de tout le monde, c'est le jour du derby. Mais qu'ils peuvent pas non plus complètement détester le club, parce que ça veut dire qu'ils détestent aussi une partie de leur famille, et ça leur va pas du tout. Donc après c'est en fonction d'une partie de ton clan qui est d'un côté ou de l'autre, mais au final ça reste une rivalité assez assez tranquille en fait. Ils sont pas non plus complètement bornés par rapport à ça. En tout cas de ce que moi de ce que j'ai pu en voir. Ah, c'est comme ça dans beaucoup de familles. Ouais. Et puis ça montre aussi la place qu'a le football en Espagne et la manière dont il est traité en Espagne. Il est vécu. Moi, j'aime toujours dire qu'en Espagne, c'est le pays où les grands-mères vont voir les matchs de foot. Si vous allez dans des stades plus que d'autres, mais c'est génial parce que vous avez tous les âges qui sont représentés et vous avez des grands-mères qui adorent le foot. Il y a une grand-mère qui est devenue célèbre ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Elle est fan du Betis et pour elle, toute sa vie, c'est le Betis et peu importe l'âge. Donc, c'est une manière de vivre le foot assez saine, on va dire, et comme t'as dit, il peut y avoir des bisbis entre les familles, mais pas des fractures irréparables, et on aime sa famille autant qu'on aime le foot au final. Et ça fait qu'on peut pas non plus détester indéfiniment un club toute l'année juste parce que c'est le club rival. Non, on sait aussi que sans le club rival, son propre club n'aurait pas une place aussi importante, et puis on sait aussi que ça permet de chambrer et que ça permet de passer des bons moments. Le rival est aussi là pour faire un travail de lien social. Qu'en est-il exactement de la rivalité
entre les deux équipes. Quand on va à Madrid, l'Atlético n'existe pas vraiment, en tout cas dans le centre, parce que il n'a pas la portée, on va dire, internationale qu'a le Real Madrid. Le Real Madrid, il faut pour l'anecdote, Santiago Bernabéu insistait toujours pour que le Real Madrid joue de nuit, parce que comme les joueurs étaient en blanc, il disait que c'était des étoiles dans la nuit. Donc il y a toujours eu cette dimension un petit peu universelle de vouloir le mettre de mettre le club dans un autre dans un champ qui va au-delà du football, et surtout une portée voilà beaucoup plus large. Et en plus avec les titres qu'il y a eu au niveau européen, le Real Madrid s'est développé à tous les coins d'Espagne. Par exemple, en Catalogne, il y a plus d'1 million de supporters du Real Madrid. Donc, est-ce qu'on est, est-ce que l'Atlético de Madrid se sent plus rival du Real Madrid, ou alors est-ce que c'est équivalent pour vous? Alors, si je peux me permettre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que au final, l'Atlético, quand on se définit, on dit je suis pour l'Atlético et je suis anti-madridista, parce que du coup il y a une espèce de une manière d'exister par rapport à l'autre, de se définir par rapport à l'autre, que je trouve il y a moins, je sais pas ce que t'en penses Elias, qu'il y a moins chez le Real, il y a moins de je suis madridista et anti-Atlético. Chez l'Atlético, anti-madridista, c'est comme l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, c'est drôle, je suis assez d'accord. Et c'est un glissement qui a eu lieu dans la rivalité, parce que si on reparle des années 50, les joueurs du Real Madrid disaient que la vraie rivalité, comme on l'a dit avant, elle se faisait avec l'Atlético. L'équipe qui apportait, c'était pas le Barça c'était loin, c'était à l'autre bout de l'Espagne. La rivalité de tous les jours, celle qui importait le plus, c'était avec l'Atlético. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le Real Madrid a tellement gagné, en Europe, mais aussi en Espagne, que le Real Madrid a aimé se penser comme le grand frère de l'Atlético, le grand frère qui le maltraitait un peu, et le club qui était plus à son niveau, ou qui était le plus susceptible de lui poser des problèmes, le club avec qui est le plus d'épisodes marquants, le plus de polémiques, le plus de coups bas, c'est le Barça. Et actuellement, on a un Real Madrid qui aime se penser un peu comme supérieur à l'Atlético, et ça mine un peu la rivalité côté madrilène. On n'y accorde pas une importance si grande. Et un bon exemple de ce changement d'état dans la rivalité, c'est qu'il y a quelques années, le Real Madrid et l'Atlético ont conclu un pacte de non-agression. Le Real Madrid a toujours, ces dernières années, cherché à faire venir des joueurs de l'Atlético. On a pu parler de Falcao en son temps, mais ensuite il y avait des convoitises autour d'Antoine Griezmann, et je pense qu'il y a d'autres joueurs aussi, dont j'oublie le nom, Jiménez, José Maria Jiménez, le défenseur central. Et il y a une clause qui a été conclue entre les deux clubs. Le Real Madrid, donc, a pensé qu'il pouvait prendre des joueurs de l'Atlético. C'était envisageable. Et si c'est envisageable de prendre des joueurs du club rival dans son équipe, c'est que le rival n'est pas un si grand rival au final. L'Atlético Madrid, lui, n'aurait jamais voulu prendre des joueurs du Real Madrid, ou en tout cas des grands joueurs du Real Madrid. Et on voit, je sais pas, Antoine Griezmann arrive au Real Madrid demain, il sera accueilli les bras ouverts par les fans. En revanche, si Morata vient à l'Atlético, même s'il a transité par d'autres clubs après son départ de Madrid, et ben on voit des supporters qui sont pas toujours très contents. On voit des supporters qui ont un peu de mal à accepter ce transfert-là, justement parce que pour eux, le Real Madrid, c'est le rival honni, c'est le grand rival, c'est le rival de la vie de tous les jours, alors que pour le Real Madrid, l'Atlético fait office de rival un peu mineur, on va dire, ou de rival moins important que le Barça. Et le cas d'école, c'est Hugo Sanchez. Exactement, oui, lui, c'est celui qui a fait le plus mal. Hugo Sanchez, un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Atlético, en 85. Il va partir au Real Madrid, et le Real Madrid va faire tout un montage, et Hugo Sanchez va transiter par un club mexicain pour arriver au Real Madrid, mais ça a été un traumatisme, comme le traumatisme de Figo qui part du Barça au Real. C'est votre plus grand joueur, le joueur qui fait une super saison avec vous, qui va rejoindre d'une part le club rival, mais le club rival qui a fait une mauvaise saison en plus, le club rival qui est moins bon que vous. Comment est-ce que vous expliquez que le joueur qui est idolâtré par ses fans va rejoindre le rival qui est en moins bonne position sportive? Ça, c'est tellement difficile à comprendre, ça fait tellement mal pour des fans. Hugo Sanchez, il transite par l'UNAM Pumas, je crois, de mémoire. C'est un montage. En fait, il signe, il fait Atlético Pumas, et Pumas est d'accord, ils ont dû récupérer un petit billet au passage pour faire Pumas Real Madrid. Et aussi, le dernier joueur qui a fait qui est passé directement de l'un à l'autre, c'est Théo Hernandez. Mais il avait joué une saison à Alavés, donc il a pas porté les 2 maillots consécutivement. C'est ça qui a fait, je pense que c'est ça qui a fait que le transfert s'est réalisé. Au final,
ce que je pense, c'est que pour l'Atlético, pour les supporters de l'Atlético, un passage au Real Madrid est beaucoup plus vécu comme une tâche, comme quelque chose de sale finalement, alors que le Real Madrid cherche l'excellence. Donc ça veut dire un joueur qui est excellent à l'Atlético, ça va pas du tout les déranger de les prendre au Real, parce que c'est une espèce d'identité du Real, c'est de l'excellence, c'est les Galacticos, etc. Alors qu'à l'Atlético Madrid, l'identité de l'Atlético est beaucoup plus importante que d'autres choses. Maintenant, c'est en train de changer un petit peu, peut-être on en parlera, on est dans une phase un peu de transition malheureusement, enfin pour moi malheureusement, mais pour les supporters de l'Atlético, l'identité de l'Atlético, le sang colchonero est très très important. C'est un peu en ça on est un peu des puristes. Justement, est-ce que alors on sait que il y a un peu du marketing là-dedans. On se rappelle des campagnes de pub très second degré, l'Atlético avec le petit. Pourquoi je suis supporter, pourquoi je suis colchonero, il est demandé à son père, alors que le club était au fond de la cave. Je crois même que c'est après la descente. C'était en Segunda, oui, c'est ça, c'était en Segunda. C'était pourquoi nous on est pour l'Atlético. Mais la réputation que ça, en tout cas en France, c'est que le vrai club populaire de Madrid, c'est l'Atlético, le club des couches basses de la société, on va dire. Il y aurait d'un côté la bourgeoisie incarnée par le Real et le peuple du côté de l'Atlético. C'est quand même c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. En réalité, c'est plus complexe que ça, c'est sûr. Après, il y a quand même un fond. Bon, c'est pas cette réputation du grand et du petit, elle est pas là pour rien. Au Real, on est habitué à voir dans le palco presidencial, on voit des stars, enfin depuis toujours, on a vu des grandes personnalités et beaucoup moins chez l'Atlético. Donc il y a eu toujours cette association le pouvoir et donc c'est pour ça on se dit bah l'Atlético c'est les classes un peu plus populaires, alors que pas forcément. Il y a un peu de tout, surtout maintenant ça a changé. L'Atlético n'a jamais été un Rayo Vallecano qui avait une identité très marquée, populaire. Enfin vraiment une identité du Rayo Vallecano, l'Atlético ne l'a jamais eu vraiment. Je crois que ces distinctions-là du club du Real comme club de riches, il vient des années 20, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est peut-être la seule période dans l'histoire des deux clubs où on peut voir un Real Madrid un peu plus bourgeois. Ça se voyait dans les travées du stade avec des familles qui venaient voir le match, et on voyait dans les habits que c'était pas des gens de la basse société. Mais ça s'est très très vite estompé, et ça pose une question qu'on oublie de poser souvent. Qu'est-ce qui fait qu'un club est de droite, de gauche, franquiste ou royaliste? Est-ce que c'est les individus? Est-ce que c'est le club en lui-même? Comment est-ce qu'on définit ça? Et je crois que Vicente Del Bosque, donc l'ancien entraîneur du Real Madrid, l'ancien joueur du Real Madrid, a fait répondre assez intelligemment à cette question. Il disait, mais ça fait pas vraiment de sens de caractériser le Real Madrid, les clubs de football en général, comme de droite, de gauche, royaliste, etc. Parce que d'une part, vous avez les gens qui sont au pouvoir, mais ces gens-là changent tout le temps. D'autre part, vous avez les joueurs, mais les joueurs transitent d'un club à l'autre dans l'histoire, ils changent de club régulièrement. Et puis, ce qui reste, c'est les fans. Et les fans, eux, ils sont divisés parce que vous avez des élites de la société qui supportent le Real Madrid, comme Pablo l'a dit, on les voit dans les carrés VIP. Vous avez des juges, des politiciens, des stars, etc. Mais une grande partie des supporters du Real Madrid sont des gens tout à fait populaires, sont des gens qui votent à gauche, etc. Donc, on a une base sociale très très divisée, une base sociale mixte, qui est assez logique au final. Et puis c'est vrai que cette distinction entre le riche et le représentant des riches et le représentant de la classe populaire est restée. C'est quelque chose qu'on aime bien parce que ça permet de caractériser les clubs et de s'y retrouver un petit peu. Mais c'est assez faux au final et ça fait pas vraiment de sens actuellement, et même depuis des décennies et des décennies, de parler de clubs de riches comparé aux clubs des pauvres, et encore moins maintenant parce que l'Atlético Madrid a des moyens importants. Et puis l'Atlético Madrid est un club qui est supporté par le roi d'Espagne. Et pourtant, l'Atlético Madrid n'est pas un club royal comme le Real. Ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que justement, on associe toujours le Real Madrid à Juan Carlos pour dire rapidement les choses. Et alors que depuis l'année du centenaire, le président d'honneur de l'Atlético, c'est son fils, c'est Philippe. Exactement, ouais. Et puis c'est marrant parce que en Espagne, même les rois s'intéressent au football. Et puis, il y a d'autres clubs qui sont royaux en Espagne. Le Real Betis, le Real Club Deportivo La Corogne, le Real Club Espagnol. Donc, le Real Madrid a été très, très associé à Juan Carlos, le père du roi actuel, et puis à Alfonso XIII, c'est le roi qui a royalisé le Real Madrid au XXe siècle. Mais sinon, c'est vrai que ces distinctions-là, elles se sont un peu estompées.
Et d'ailleurs, au point de vue sémantique, en Espagne, tu dis Real, ça leur parle absolument pas. Pour eux, Exactement, on dit pas. c'est El Madrid, et même le Barça, c'est pas toujours dit, c'est El Barcelona. Et d'ailleurs, chez les supporters du Real Madrid, ils ne disent jamais Barça. Ils disent toujours Football Club Barcelona. Exactement. Et je crois que le premier club Real, c'est Majorque. Pour cette très bonne raison que quand le club est créé, il s'appelle directement Club Alphonse XIII. Donc du coup, je crois que 3 mois après, ils ont dit bon quand même, il s'appelle Alphonse XIII, donc Alphonse XIII est venu à Majorque pour réaliser un néologisme le club de Majorque. Je crois que c'est principalement pour ça qu'il reste dans l'histoire, parce qu'Alphonse XIII, ça n'a pas été un roi très très courageux, on va dire, pour aller vite. Mais au niveau historique, si on peut continuer sur le champ sémantique, en Espagne, on a dit donc on disait pas El Real, ça parle en personne, ne dites pas ça, mais le fait qu'on dise El Madrid pour représenter le Real Madrid, c'est assez représentatif, on va dire, de l'importance qu'a acquise le club, parce que pour parler de l'Atlético, on ne dit pas El Madrid, on dit El Atlético. Donc le Real Madrid s'est imposé comme le club de la ville de Madrid, et ça, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais ça montre cette sorte de hiérarchisation dans la conscience collective qui s'est créée entre les deux clubs, à tel point qu'un club représente la ville de Madrid, et puis l'autre club, l'Atlético, on sait pas trop ce qu'il représente au final, et puis je sais pas si ça dérange les supporters de l'Atlético. Sapabo nous en parlera, mais on a une sorte de différenciation qui s'est faite, on ne sait trop comment, où on a un club qui représente une ville et un autre club qui représente, je sais pas, peut-être des gens. Alors, juste pour revenir par rapport à la question que tu posais, qu'est-ce qui identifie un club à une idéologie? Après, je reviens sur ce que t'as fini de dire. Je pense qu'aujourd'hui, les ultras jouent un rôle énorme. C'est-à-dire que maintenant, avec l'Atlético, le Frente Atlético, qui est clairement marqué à droite, voire extrême droite, on se dit, bah voilà, l'Atlético, c'est les fachos, etc. Alaves, c'est un club de gauche, voilà. Bah, je pense que les ultras maintenant, vu que ils sont souvent très marqués, il y a peu de groupes ultras qui sont pas marqués idéologiquement en Espagne. Je pense que ça joue un rôle important. Après, par rapport à ce que tu dis à El Madrid, quand on dit le Madrid pour le Real, c'est intéressant, mais j'ai pas l'impression, en tout cas je peux pas parler au nom de tous les supporters de l'Atlético, mais j'ai pas l'impression, en tout cas moi ça me dérange pas, et j'ai pas l'impression que ça fasse, ça soit vraiment dérangeant. Ça rappelle juste cette espèce d'arrogance qu'on reproche aux supporters du Real, qui se croient les rois de la capitale, alors que ces dernières années, alors qu'en vrai, au niveau du palmarès, il y a pas photo, mais ces dernières années, on commence à les embêter un peu. Moi, ça me fait penser évidemment à Valence, parce que par exemple Levante, quand on va au stade, il y a marqué l'équipe des Valenciens, et je trouve ça très amusant parce que ils veulent se démarquer d'El Valencia, parce que El Valencia c'est Valencia Club de Football, ça sera jamais Levante, parce que si tu t'appelais le club des Valenciens, bah t'aurais mieux fait t'appeler Valence tout de suite plutôt que t'appeler Levante, quoi. Donc il y a une certaine revendication qui est pas comme à l'Atlético où l'équipe de Valence ce serait Levante. C'est que la façon de voir la rivalité évolue en fonction des villes et des clubs. Et c'est très ironique parce que le Real Madrid, donc c'est l'équipe qu'on appelle le Madrid, mais qui a jamais cherché vraiment à représenter la ville de Madrid. Elle représente l'Espagne en général. Elle a accordé une grande importance dans son histoire durant les années 50 sous Bernabéu à représenter l'Espagne. On disait que le Flamenco, le Real Madrid, c'était la meilleure ambassade de l'espagnol à l'étranger. Et puis, l'Atlético, lui, sur son blason, il a ce qu'on appelle l'oso et el madroño. C'est un symbole de la ville de Madrid. Donc l'ours, c'est une espèce d'arbre, je sais plus quel type d'arbre c'est, mais c'est vraiment le symbole de la ville de Madrid. Sur l'écusson de la ville de Madrid, vous retrouvez également ces insignes-là. Il y a une statue au centre de Madrid avec l'ours adossé à l'arbre. Et l'Atlético, sur son blason, il a quelque chose qui représente vraiment Madrid, mais dans la conscience collective, on a un peu évincé cette dimension-là et on dit l'Atlético. Oui, c'est Plaza del Sol, Pablo, qui a la statue. Exactement. C'est à Plaza del Sol, ouais. Et oui, c'est exactement ça. C'est assez marrant, justement, comme tu dis, Elias, que au final, c'est nous qui représentons plus la ville et le Real qui s'est profilé comme le représentant de l'Espagne. Et encore une fois, ça rappelle un peu
le prestige du Real Madrid et aussi ce qu'ils veulent montrer. Est-ce que dans la rivalité entre les deux équipes, il y a un point de convergence, je trouve, qui s'appelle la sélection, qui fait 2008 jusqu'à 2012, à savoir qu'il y a l'empreinte d'un monument des Colchoneros qui s'appelle Luis Aragonés, qui façonne le football espagnol qui triomphe après avoir eu énormément de grandes équipes qui gagnent la championne du monde des matchs amicaux, comme on l'appelait à l'époque. Et ce travail-là est ensuite prolongé par un monument madridista en la personne de Vicente del Bosque. Est-ce que c'est pas la meilleure le meilleur syncrétisme entre les deux clubs? Je pense que jamais dans l'histoire on avait eu un point de convergence entre ces deux clubs-là. Et entre le Real et le Barça, oui, parce que c'est deux clubs qui sont partagés beaucoup de choses et qui eux seuls ont alimenté la sélection durant de nombreuses années. Mais entre l'Atlético et le Real Madrid, c'est vrai que c'est un joli symbole. Et puis il y a aussi le fait que le buteur à cet Euro 2008 là, c'est Fernando Torres, un joueur qui a été formé à l'Atlético, un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Et puis Fernando Torres va acquérir une dimension il va être aimé partout en Espagne. Les supporters du Real Madrid, ils ont un peu une dent contre lui quand il marque contre le Real, mais sinon, ça reste un joueur qu'à Madrid, que du côté du Bernabéu, on ne peut pas détester. Ça va être un symbole, oui, de cette fusion pour quelques mois entre ce qui se fait de mieux à l'Atlético et ce qui se fait de mieux au Real. Et ce qui a été très fort, c'est que, maintenant, on y pense, hein, à cette empreinte de Luis Aragonés qui a été formé, enfin, qui représente l'Atlético, qui a mis la sélection au sommet, mais à cette époque-là, je crois que la grande force de ce groupe et de cet entraîneur, c'était qu'on n'avait pas l'impression que les dimensions des clubs étaient si prégnantes que ça, et ça a été un joli moment aussi, c'est vrai, dans l'union des deux clubs et dans ce qui se fait de mieux au niveau du foot espagnol. Oui, au final. Ah oui, vas-y. Non, vas-y, termine. Oui, au final, et au final, Madrid est une ville qui aime beaucoup sa sélection. On peut comparer à Valence, Barcelone ou Bilbao. Il n'y a pas la même ferveur pour la sélection. C'est une ville très, ça veut rien dire, mais très espagnole, mais très dans la fierté espagnole. On est très fiers de notre sélection. Et au final, on se rejoint sur ça. Avant, j'ai dit, par contre, Plaza del Sol, alors que c'est Puerta del Sol. Ah oui, mais j'ai fait la même erreur. Parce qu'en fait, j'étais en train de penser à la station de métro qui est sponsorisée par Vodafone. J'étais parti sur un autre. J'étais complètement parti. J'étais entre Plaza Mayor et Puerta del Sol. J'étais complètement perdu. Non, et pour reprendre ce que Pablo disait à propos de la sélection a joué beaucoup de matchs dans le stade Vicente Calderón, des matchs importants en plus. Et c'est vrai que Madrid est une ville qui aime sa sélection. Et puis il y a un joli côté, c'est que ces dernières années, il y a des joueurs de l'Atlético qui ont été joués avec la sélection. On pense à Juan Fran, mais on pense aussi à Saúl Ñíguez, à Coque, et on a une sorte de rééquilibrage qui s'est fait entre les forces en puissance et les forces en présence, pardon. Et ça montre déjà d'une part l'importance qu'a acquis l'Atlético dans le foot espagnol ces dernières années au niveau du poids, on va dire. Et puis ça montre aussi que c'est deux clubs qui savent s'entendre quand il faut. Justement, à propos de la sélection, Santiago Bernabéu, lapsus, révélateur. Florentino Pérez rêve de voir la Roja à demeure à Santiago Bernabéu. Est-ce que vous pensez que c'est du domaine du possible, ou est-ce que la fédération a raison de faire une sorte d'itinérance dans tout le pays pour que tous les Espagnols puissent admirer ces joueurs? Par exemple, par rapport à la France, je pense que la France fait une très grosse erreur en allant que dans certains endroits. Là récemment, il y a eu un match à Guingamp, mais on sait pourquoi, c'est parce qu'il y a Noël Le Graët, donc forcément il y a un lien privilégié. Ils sont allés au Havre, par exemple. Moi, je regrette beaucoup que la sélection ne vienne pas à Marseille. La dernière fois que l'équipe de France est venue à Marseille, hors Euro, tout ça, un match, je veux dire, amical, c'était contre l'Argentine, et c'était Argentine-France. C'était l'Argentine qui recevait. C'était Maradona qui a demandé à jouer à Marseille. C'est pas la France qui avait poussé la chose plus avant. Et en fait, voir plus de matchs plutôt qu'aller au Stade de France constamment, ça crée une sorte de lien différent. Alors maintenant, le lien tu l'as parce que la France est devenue championne du monde et qu'au Stade de France ça commence à bouger vraiment, qu'il y a de belles ambiances maintenant. Alors qu'avant c'était vraiment un stade qui était particulièrement mort. Mais est-ce que
l'Espagne perdrait en gardant sa sélection dans ce qu'on pourrait appeler, je sais pas si c'est pas un peu mortifère, une sorte d'appropriation de la sélection par le Real Madrid. En tout cas, pour moi, ce serait dramatique. Ce serait dramatique parce que ce serait que raviver le centralisme de Madrid qui a fait beaucoup de mal à l'Espagne, selon moi. Et encore une fois, ça serait réaffirmé comme Madrid comme le centre de l'Espagne tout puissant, alors que justement la sélection qui va dans différentes villes, c'est justement le moyen d'unir les différentes communautés autonomes qui sont parfois un peu divisées. On le voit maintenant avec la situation politique. Je pense que justement la sélection c'est un facteur d'union. Enfin, c'est un outil pour s'unir, et le fait que chaque communauté autonome espagnole puisse regarder aller voir la sélection dans un stade proche, c'est vraiment une richesse et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. Pour moi, c'est essentiel. Moi, je vais répondre à la question en partant du fait que le Real Madrid, il est pas vraiment en odeur de sainteté dans ses rapports avec la sélection ces derniers temps. Il y a eu l'affaire Lopetegui cet été, mais le Real Madrid a une importance très importante au sein de la sélection, une importance considérable au sein de la sélection ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont régulièrement, maintenant on tourne autour de 6-7 joueurs parfois. Avant c'était un peu moins le cas durant les années 2010, et puis aussi Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, et le capitaine de la sélection. Donc le Real Madrid a une importance considérable auprès de la sélection, et le fait qu'il se revendique, qu'il aime se revendiquer comme l'équipe d'Espagne, ou l'équipe qui représente l'Espagne, ou l'équipe qui a des liens très très étroits avec la sélection, ça passe un peu mal, parce que d'une part, il y a d'autres clubs qui accordent beaucoup d'importance à cette sélection-là, comme Pablo l'a dit avant, l'Atlético de Madrid aime cette équipe-là, et puis d'autre part, on n'a pas envie, c'est vrai que le Real Madrid s'approprie cette sélection, et que le Real Madrid rejoue le rôle du club espagnol, comme il l'a fait durant les années 50-60. Donc, d'une part, la sélection a un rôle très important dans son itinérance, parce que ça permet à tout le pays de l'avoir, et puis ça permet d'avoir des ambiances fantastiques. Mais d'autre part, on n'a pas envie qu'en Espagne, le Real Madrid se réapproprie cette sélection, et en face, on va dire, sa femme ou son mari, quoi. On n'a pas envie qu'il y ait cette proximité de tous les instants, mais ça montre bien toujours cette prétention du Real Madrid à vouloir toujours être un pas devant tout le monde, et à vouloir être toujours plus important que les autres. Oui, Florentino Pérez était intervenu après le match contre l'Italie, le 3-0 contre l'Italie, où effectivement il y avait une très bonne ambiance. Puis après il y a eu le match parfait de la Roja, et du coup il s'était un peu enflammé en reconnaissant. Après oui, au niveau des instances avec Tebas, ça se passe très mal. Alors peut-être que les ennemis de mes ennemis deviennent mes amis. Alors peut-être qu'avec Rubiales ça pourrait évoluer. En attendant, le prochain match se disputera à Mestalla pour le centenaire du Valencia Club de Football, mais ils vont continuer. Ils étaient allés à Alicante pour un match contre la Géorgie, je crois en 2018. Enfin, ça tourne beaucoup, même la sélection féminine tourne beaucoup. Là, ils ont joué à Cartagena et à Alicante contre les États-Unis. Donc c'est plutôt une bonne idée. J'ai une petite question provoque pour Pablo. Qu'est-ce que ça fait de gagner, de devenir un club qui gagne? Alors, un petit point historique. Ouais. La Cassie en 74. Qui est peut-être l'emblème de ce qu'a pu représenter l'Atlético, c'est-à-dire le formidable perdant. Alors, c'est presque de la mythologie, là. 74, la finale contre le Bayern qu'on perd. Bon, déjà, en fait, c'est ce qui est horrible dans notre club, et en même temps magnifique parce qu'on suit ce club avec passion quand même, c'est que 74, pour ceux qui ne le savent pas, on gagne contre le Bayern pendant les prolongations. Je crois que c'est un but de Luis Aragonés, et le Bayern marque à la 120e minute. Donc ça va vous rappeler le but de Ramos à la 93e. Donc c'est vraiment dramatique parce qu'on était à une minute encore une fois de gagner la Ligue des Champions, qui est vraiment le Graal pour nous à l'Atlético. Et on était à une minute de gagner la Ligue des Champions, et on se l'a fait prendre. Et après il y a, je sais pas comment ça se passait ce format de Champions League, mais du coup il y a eu un match retour, enfin un deuxième match, et le Bayern nous écrase 4-0. Donc il y a un match d'appui effectivement, et dans un livre de Raúl Menotinto qui était qui était journaliste à AS,
qui s'occupaient de l'Atlético. Ils disaient la Cassie, même si tu ne l'as pas vécu, tu l'as quand même vécu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. C'est-à-dire que t'as été champion d'Europe pendant 6 minutes, je crois qu'il marque à la 114e Aragonès. Et 5 ou 6 minutes, et puis t'as ce but-là qui sort de nulle part, un mec qui marquait jamais en plus. Et donc je crois que c'est pas le père de Pepe Reina qui est dans les cages. Oui, c'est pas Miguel Reina. C'est ça, hein. Miguel Reina. Et puis il prend un but, il faut dire, hein, ce but qu'il prend, il doit jamais le prendre parce que c'est une frappe anodine de Schwarzenbeck, une frappe de loin vraiment, et c'est une erreur du gardien qui condamne l'Atlético à la dernière minute. Et vraiment, vous réunissez toutes les, je sais pas, toutes les composantes pour avoir un scénario dramatique et vous l'avez. Mais ce qui est, ouais, comme tu dis, FM, c'est que déjà, juste en te racontant la finale de 74, j'ai la chair de poule alors que je l'ai pas vécu. On me l'a raconté. Donc voilà, ce que tu dis, ça se transmet de génération en génération, c'est absolument vrai. Et ensuite, il y a l'erreur du gardien, mais en fait, cette minute, en fait, cette 120e minute, elle a été tellement refaite parce qu'il y a aussi Galaté qui subit une faute, je crois, un peu avant, et au final, c'est lui qui devait marquer le joueur qui tire. Donc vraiment, cette finale a été elle a été refaite dans les têtes de tous les colchoneros. Et au final, il y a pas vraiment, il y a un coupable. Le coupable, c'est l'Atlético qui arrive pas à finir, à gagner une Champions League au final. Et justement, depuis 10 ans, on assiste à une sorte d'inversement, on va dire même de la tradition, puisque il y a eu énormément de succès de la part de l'Atlético, des coupes de l'UEFA, un titre de champion, il y a eu la Coupe du Roi, il y a eu 2 finales de Champions, là aussi les finales de Champions qui sont on ne peut plus comment dire, qui reflètent vraiment les deux clubs au final, parce qu'il y a la finale à Benfica, au stade de Benfica à Lisbonne, il y a ce but de Ramos à la 93e, et puis il y a le tir au but de Juan Fran, formé au Real Madrid et qui tape le poteau. C'est vraiment, on peut pas faire plus identitaire de ces deux clubs. Non, mais du côté du Real, on adore ces histoires parce que l'Atlético, c'est le club qui s'est autodéterminé. Et le Pupas, on traduit en français, c'est celui qui est blessé, celui qui a mal, celui qui subit la blessure, quoi. Il y a cette tragédie de l'Atlético qui s'approche tellement près du soleil, qui finit par se brûler à chaque fois, qui voit cette coupe d'Europe dans les mains lui glisser inexorablement, et glisser des mains inexorablement. Et ce qui est fou, c'est que ces dernières années, c'est vrai que l'Atlético a gagné, l'Atlético a revendiqué un nouveau statut, mais ces dernières années, c'est aussi les années où le Real Madrid gagne encore plus qu'avant. Le Real Madrid, durant les meilleures années de l'Atlético, durant les années du Cholismo, et le Real Madrid gagne 4 coupes d'Europe, et puis il les gagne contre l'Atlético, et puis l'Atlético gagne des coupes, des Ligues Europa. Donc cette histoire, on a l'impression qu'elle se rejoue tout le temps, et c'est vrai que du côté du Real Madrid, ça fait que renforcer le sentiment de supériorité, parce que même si on a un voisin qui est un petit peu embêtant, qui gagne des derbies, qui pour l'espace d'un instant repris le contrôle de la rivalité sur certains matchs de Liga ou de Copa, au final quand l'heure de la vérité arrive, ben c'est encore le Real Madrid qui gagne en fait. C'est comme si c'était écrit à l'avance, c'est comme si c'était un scénario de film en fait. L'Atlético est en train d'apprendre à gagner, mais n'arrive jamais à gagner comme le Real Madrid. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant pour la dernière finale de Ligue des Champions. Perso, j'y étais pour ce match-là, parce que je trouvais ça intéressant de vivre un tel moment. Et donc normalement, la finale précédente, celle de Lisbonne, je crois que c'est la Plaza Mayor, il y avait un écran géant où les deux aficionados avaient pu voir le match ensemble. Et c'était pas le cas pour la suivante. Et donc les supporters du Real Madrid pouvaient aller à Bernabéu avec les écrans géants et voilà. Et l'Atlético voulait faire pareil. Le problème, c'est que il y avait une concert de Paul McCartney au Calderón, et donc ils ont dû s'exiler à la Barclays Arena, qui est l'antre du Real Madrid en basket. C'est terrible. C'est-à-dire que même dans ces cas-là, t'es obligé, si t'avais gagné, t'aurais fait la fête dans la maison du Real Madrid. Alors ça aurait peut-être été sympa, mais au final t'as perdu, et en plus t'es allé voir le match dans la maison du Real Madrid basket. C'est une horreur, quoi. Vraiment, c'est une sorte de conjonction de pas de bol, quoi. Non, mais tout ce que vous évoquez, c'est très traumatisant. Et désolé. Non, oui, c'est traumatisant, mais surtout mais au final, ça fait partie de notre identité. Pas de perdre, parce que je refuse qu'on dise que notre identité c'est de perdre, mais de souffrir, parce que au final, même à chaque fois qu'on a gagné une Liga, ça s'est joué à rien du tout sur le dernier match. Parce que toutes les Ligas qu'on a gagnées, ça s'est joué sur le dernier match.
quand on descend en Segunda, je suis très mauvais pour les dates, je crois que c'est en 2000, parce qu'on passe 2 ans. Ouais, je crois que c'est en 2000. Ça se joue sur le dernier match. À chaque fois, ça se joue sur le dernier match. Ça se joue sur 1 goal, 2 goals. Ça se joue sur des minutes. C'est vraiment des détails et c'est horrible. C'est horrible. Et si tu veux un détail encore plus mortifère, c'est que la première fois que l'Atlético descend de son histoire, donc en 1930, je crois, ils perdent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La première, enfin, il va y avoir une saison de l'Atlético très très réussie, si je reprends mes notes. Et c'est en 1947 exactement. Et l'Atlético donc peut être candidat au titre de Liga. Ils sont premiers à l'issue de la dernière journée. Dernière journée, qu'est-ce qui se passe? Il y a un derby. Ils vont perdre le derby 3-2 contre le Real Madrid. Et qui c'est qui va marquer? C'est un joueur, Pluden, qui avait été formé à l'Atlético, qui a été transféré au Real Madrid. Et Pluden marque le but de la victoire pour le Real. L'Atlético perd le titre à la dernière journée. Donc, je crois qu'on pourrait trouver des centaines d'exemples comme ça où l'Atlético a une identité qui revient chaque fois, une identité qui est confortée au fil des années, des anecdotes et des matchs. C'est toujours la même identité et c'est ce qui fait la beauté de ce club. Et aussi, de l'extérieur, comme ça, ces clubs-là, ils ont des supporters qui sont tellement attachés, qui sentent le club tellement profondément, parce que des épisodes comme ça vous marque à vie. C'est comme la fameuse finale des poteaux carrés pour les supporters de Saint-Etienne. Ça, c'est des choses, même si vous avez perdu, ça va vous marquer à vie, ça va forger quelque chose en vous, ça va forger un lien avec le club, avec les autres supporters, avec les joueurs, c'est indélébile. Tandis que si vous gagnez des fois la victoire est un peu plus anodine, on va dire, on retient moins la victoire, on retient moins son brio. La Ligue des Champions que le Real Madrid gagne en 2016, par exemple, elle ne sera pas aussi marquante pour les supporters du Real Madrid, je pense, que la défaite de 2016 avec le penalty de Juanfran sur le poteau pour les supporters de l'Atlético Madrid. On peut parler aussi une bataille de présidents. Alors évidemment des époques décalées, mais là on a Florentino Pérez qui va laisser une grande marque dans l'histoire du Real Madrid, qui je pense sera considéré tôt ou tard comme l'égal de Santiago Bernabéu. Et du côté de l'Atlético, évidemment Jesus Gil, la légende, qui a lui aussi qui a quand même laissé partir Raoul parce qu'il a fermé la Cantera là. C'est des histoires qui sont quand même, ça peut exister qu'en Espagne, genre le truc là, j'ai l'impression. T'as des trucs, le type ferme le centre de formation, quoi. Jesus Gil est une légende du club, donc je vais demander un peu de respect quand on parle de lui. Alors Jesus Gil, pour dire les choses, comment dire, de manière soft, c'est un immense escroc. Alors après, il y a une très bonne biographie qui est sortie il y a quelques années, je me rappelle plus de l'auteur. Et donc il a l'histoire d'un complexe hôtelier qui a été fait à la va-vite et il y a eu des dizaines de morts. Le truc s'est effondré. Ça a commencé comme ça, donc il s'est fait connaître un peu comme ça. Après il a pris l'Atlético de Madrid, il a ramené Paolo Foutre, qui est peut-être le plus grand joueur de l'histoire de l'Atlético avec les Aragonés, les Garate, la Delardo, voilà. C'est vraiment, il est en top 5, je pense. Et puis c'est l'année du titre l'année du doublé en 96. Mais c'est aussi des choix complètement fous. Et puis c'est le béton à Marbella. Enfin, tu vas mieux en parler que moi, mais c'est une figure même au niveau de tout le pays, de toute l'Espagne. C'est une figure, c'est, pour ceux qui connaissent un peu l'Espagne et son cinéma, il y a une série de films qui s'appelle Torrente. C'est vraiment l'anti-héros, la personne horrible, machiste, enfin misogyne, raciste, etc. Et en fait, je pense qu'il y a eu pas mal d'inspiration de Jesus Gil, parce que Torrente est pour l'Atlético. Et c'est vraiment le beauf, quoi, vraiment. Et Jesus Gil, donc c'est un peu contrasté, parce qu'en même temps, il y a ce personnage tellement détestable, parce que tout ce qu'il a fait, c'est un escroc. Après, il était maire de Marbella, qui est vraiment l'espèce de Saint-Tropez espagnol. Donc il y a cette partie, mais en même temps il y a, comme t'as dit, en 96 le doblete, et il fait venir Fouté, qui était vraiment, en fait j'ai envie de dire, c'est le premier Galactico de l'Atlético. C'est se dire, nous aussi on peut avoir des énormes joueurs, nous aussi. Et je pense que le deuxième Galactico c'est Griezmann là maintenant. Mais c'est que nous aussi on peut avoir des joueurs énormes. Il n'y a pas que le Real qui a que des stars. Et en plus, cette équipe du doblete avec Kiko Narváez, Pantic, Simeone, Caminero, c'était vraiment une super équipe. Donc, c'est vraiment une belle époque, mais qui finit tragiquement parce qu'on descend en Segunda et c'est Jesus Gil qui est toujours président. Foutre, c'est vraiment, quand il signe, je crois qu'il signe à l'intersaison 87.
de mémoire, et il est ballon d'argent et il vient de gagner la Coupe d'Europe avec Porto. C'est l'équipe il gagne à Vienne, c'est la Magyar. Voilà. Pour ceux qui veulent fixer, c'est 87. Donc c'est vraiment à l'époque, c'est vraiment un très très gros truc. Puis il a aussi fait revenir, comment dire, la saison. Je crois qu'il part parce qu'il y a des dettes à l'Atlético. Et le plus gros actif, c'est lui. Je crois qu'il part à Benfica, de mémoire. Il part 2 ans à Benfica. Et après, il revient, mais il est à moitié blessé et le retour est pas forcément sensationnel. Mais en tout cas, foot, il est vraiment très très attaché à l'Atlético. D'ailleurs, lors de la finale contre de la Ligue Europa contre l'OM, il avait publié une photo de lui avec le maillot de l'OM. Il est resté une saison ou 6 mois. Et il dit, j'ai peut-être vu pour l'Olympique de Marseille, mais ce soir je serai à fond évidemment pour l'Atlético de Madrid. C'est vraiment comme au même titre que Kiko Nalba, et c'est vraiment une figure iconique de l'Atlético des années 80-90. Ouais, absolument, c'est une légende du club. Après, je pense que Luis Aragonés c'est quand même au-dessus. Il a marqué vraiment. Parce que j'ai l'impression que, avant on parlait d'identité de club. Des fois j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui marquent, enfin qui donnent leur personnalité au club. Et je pense qu'avec Luis Aragonés, ça s'est passé un peu comme ça, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Cette rage de vaincre, cette rage de ce caractère qu'il avait, je pense son identité est devenue d'une partie, enfin en partie l'identité de l'Atlético. C'est aussi un peu ce qui se passe. Peut-être que je fais des parallèles un peu risqués, mais ce qui se passe avec Cruyff au Barça, Hernández, voilà, à Las Palmas, que je connais bien, c'est exactement ça. Après, pour le Real, je sais pas qui on pourrait dire, peut-être Di Stefano ou quelqu'un d'autre, je sais pas ce que vous en pensez. Di Stefano, ouais, mais tu vois, c'est important ce que tu dis, par exemple, parce que l'Atlético a eu deux galactiques dans son histoire, comme tu as dit, j'aime bien le parler avec Griezmann et Foutré. Et Griezmann, c'est pas le joueur qui représente le plus le club, il aura une énorme carrière, c'est peut-être quand il aura fini sa carrière à l'Atlético, ce sera peut-être le joueur qui aura eu le plus de niveau, qui sera passé par le club, mais ce sera pas le plus grand joueur de l'histoire du club, ça on peut déjà le dire, parce que dans le cœur des supporters, il représente pas tant que ça ses valeurs. Griezmann, il a d'autres valeurs, c'est la génialité, c'est l'excellence, mais c'est pas ce côté des Gabi, ce côté des Fernando Torres, ce côté de souffrir, de douter, mais d'être quand même très très fort, mais de souffrir à nouveau, de tomber, et puis de préférer balancer devant que faire un petit pont, tu vois, un peu schématiquement. Et il y a une identité du côté de l'Atlético qui est très très bien reflétée par certains joueurs, et puis qui est moins reflétée par d'autres, bien que ces joueurs soient d'une classe mondiale, on va dire. Je sais pas ce que t'en penses, Pablo. Ouais, alors on peut aussi citer Fernando Torres. Oui, c'est clair qu'il y a des joueurs qui comment dire, qui collent bien à l'identité de l'Atlético et qui vont pas forcément marquer à vie. Enfin oui, ils vont être importants, mais je pense dans 30 ans on parlera de Griezmann, alors que Griezmann est pas comme tu dis, il colle pas forcément exactement à l'idée de l'Atlético. Comme quoi on peut être un joueur différent dans un club et le marquer quand même. Tu vois, dans 30 ans, c'est vrai qu'on parlera de Griezmann, mais on sera peut-être plus identifié à Diego Godin, tu vois, dans l'effectif actuel. Ce sera l'équipe du Cholo et pas forcément d'Antoine Griezmann, tu sais. Complètement. Et dis-toi, par exemple, quand j'étais petit, j'ai eu assez d'argent pour m'acheter un maillot de l'Atlético. Enfin, quand j'étais petit, j'étais plus si petit que ça. Mais entre tous les joueurs qu'il y avait, je sais pas si vous vous souvenez de Luis Alamanto Pelea, qui était un défenseur central de l'Atlético colombien, Ouais, je me souviens. Ouais. Qui était catastrophique à la relance, qui était très mauvais au pied, qui est pas forcément un défenseur qui a marqué l'Atlético, mais en le regardant jouer, il était tellement physique, il avait tellement envie. Parfois, il était un peu maladroit. Je me suis acheté son maillot parce que c'était avec lui que je m'identifiais et pas forcément avec d'autres joueurs un peu plus stars, disons. Justement, on va parler du match de samedi à présent pour refermer ce podcast. C'est un match qui vaut cher. Alors l'aller il y a eu 0-0. Celui-là il vaut cher parce que le Real Madrid est quand même pas mal en ce moment. Revient bien en tout cas. Le Real Madrid ça a jamais été au niveau du jeu, c'est pas non plus la grande folie, mais par rapport à ce qu'ils ont fait, ne serait-ce qu'au début janvier contre la Real Sociedad, ça s'est quand même pas mal amélioré. Et en cas de victoire, non seulement il gagnerait au Wanda Metropolitano, mais en plus il passerait devant l'Atlético de Madrid et ça pourrait les relancer carrément pour
pour aller chercher le Barça tout en haut, et en même temps ça plongerait l'Atlético pas dans une sorte de crise, mais ce serait une deuxième défaite consécutive. Il y a eu l'élimination en coupe et il y a la Juventus qui se profile le 20 février en Ligue des Champions. C'est une sorte de, on va dire c'est clave, et on va dire c'est un moment clé de la saison, cet affrontement. Surtout que si le Real Madrid gagne ce match, mais la saison va prendre une toute autre tournure, parce qu'on pensait que tout était perdu, que ce serait une saison à jeter à la poubelle en Liga, et puis je sais très bien comment ça va se passer. L'Atlético sera un point derrière le Real Madrid si le Real Madrid gagne, et puis on va dire que du côté du Real, qu'il y a un Classico qui arrive le 3 mars, et puis sur toutes les premières pages des journaux, on va dire que la Liga est relancée, que le Real Madrid est candidat à la Liga, etc. Donc c'est un match clé. La difficulté pour le Real Madrid, c'est que ce match-là est ici entre deux Classicos, donc je sais pas très bien comment il va le négocier, on sait pas quels joueurs vont être alignés ou pas. Et puis du côté de l'Atlético, si l'Atlético gagne, mais c'est banco, parce que le moral va être au top pour la Juventus, parce que depuis quelque temps on entend que le rapport de force est petit à petit en train de diminuer dans cet affrontement Juventus-Atlético. L'Atlético de Madrid, si on le prend il y a 2 mois, il était vraiment en position très très inférieure à la Juventus, et là le temps passe et l'Atlético Madrid se rapproche. Donc s'il gagne samedi, on va quasiment les situer à, je sais pas, 55-45 par là, donc on aura une nouvelle dynamique qui va émerger. Au contraire, si l'Atlético perd, mais ça va être terrible, parce qu'il y a des nouveaux fantômes qui vont sortir du placard. La Liga sera perdue, la Copa a été déjà perdue. Comment est-ce qu'on va faire contre la Juventus si on n'est pas au niveau contre le Real Madrid? Comment est-ce qu'on va faire si on gagne pas face aux grosses équipes? Est-ce qu'il faut remettre en question le style de jeu? Il va y avoir beaucoup de temps pour se questionner et pour douter. Donc c'est vraiment le genre de match c'est comme un 6 partout dans un tie-break au tennis, quoi. Il y a un des deux qui pourrait avoir une balle de match, c'est un point clé, parce que celui qui gagne va être dans une position complètement nouvelle. La saison de celui qui gagne va prendre une tournure nouvelle, et la saison de celui qui perd va prendre une tournure un peu indésirable, même si on a tendance à dramatiser, mais ce qui va se dégager sur l'instant, les sensations qui vont se dégager sur l'instant, oui, elles vont être dramatisées, et oui, elles vont avoir une influence sur le reste de la saison, sur la manière dont on va voir la saison de ces deux clubs, du moins à court terme. Effectivement, moi j'ai 2 grosses questions avec l'arrivée de ce match. C'est déjà, est-ce que Solari va privilégier le Classico ou le derby? Donc déjà, moi, enfin, ça va être par rapport aux joueurs et par rapport au temps de jeu des joueurs et qui va aligner. Donc ça, c'est la première question. Peut-être Elias, tu pourras m'y répondre. Et ma deuxième question, c'est, est-ce que c'est aussi par rapport à quelque chose qu'avait dit Elias, j'avais vu sur Twitter, qui mettait que l'Atlético revenait aux fondamentaux quand on jouait contre les grandes équipes. Et c'est assez vrai. On avait développé l'attaque, le fait que l'Atlético transite vers une attaque positionnelle dans un autre podcast spécial Atlético. Et on peut observer, par exemple, contre le Betis, qui est une équipe qui aime avoir le ballon, que l'Atlético déjà qu'aligne Correa, enfin Simeone aligne Correa et Lemar sur leurs bons pieds, donc à droite et à gauche, donc plus pour jouer le contre. Et contre le Real, j'ai un peu peur que on est sur une pente assez intéressante, où on commence à bien jouer, quand on arrive à bien s'installer sur les demi-terrains adverses, et que contre le Real ou contre le Barça, on a un peu peur. Enfin, Simeone se dit bon, là, il faut vraiment qu'on gagne, et on joue le contre, et on s'enferme derrière, et ça me fait un peu peur. Et c'est vrai que et le Real Madrid a un petit peu le même problème, je dirais, ou le même questionnement, parce que quand Solari est arrivé, il est revenu à des choses plus simples. Lui aussi, il a mis des ailiers en bloqué avec Lucas Vazquez à droite, et un temps c'était Gareth Bale qui joue à gauche. Et puis depuis que Vinicius est là, le Real Madrid n'a plus des ailiers en bloqué de chaque côté, mais l'idée elle reste la même. On va essayer de profiter des transitions, on va essayer d'agiter l'adversaire avec des transitions, avec quelques dribbles par-ci par-là, avec des courses. Et quand il faut jouer face à des défenses regroupées, on retombe un peu quand même dans les fantômes du passé, sauf que cette fois sur le terrain il y a plus Isco et Marcelo. C'était la clé pour développer des attaques placées de meilleure qualité, on va dire. Donc c'est deux équipes qui ont un peu le même questionnement, c'est quel type d'attaque privilégier. Est-ce qu'il faut repartir dans quelque chose de plus complexe parce que face au bloc bas, ou alors est-ce qu'il faut poursuivre sur cette ligne qui a permis de regagner de la confiance récemment? C'est pas très clair quant au plan de jeu des deux équipes. En fait, on a vraiment deux équipes qui alors là, elles ont les fesses entre deux chaises, et je me réjouis vraiment de voir ce qui va être privilégié.
Et force est de constater qu'on n'a pas la réponse parce que c'est pas comme si c'est deux plans de jeu qui fonctionnaient à tous les coups. L'Atlético fonctionnait bien ces derniers temps sur l'attaque placée, ils sont revenus à une sorte de recroquevillement défensif sur le week-end contre le Betis et ils ont perdu. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On privilégie le style de toujours qui fonctionne pas tout le temps, ou est-ce qu'on privilégie la nouveauté mais qui elle ne fonctionne pas tout le temps non plus? Je sais pas, c'est vraiment une grande question existentielle au point de vue du jeu pour ces deux équipes. Est-ce que d'un point de vue tactique, l'Atlético part quand même pas avec une longueur d'avance, de par l'expérience de Cholo Simeone et de son équipe, et Solari c'est quand même son premier classique, premier Eterno Derby, je crois. Premier ou deuxième? Je sais plus, c'était lui qui était Premier, hein, d'accord. Et est-ce que j'ai failli faire un lapsus en parlant du Classico, mais c'est la même chose. C'est pour est-ce que on a plus l'impression que Solari c'est un entraîneur à la managériale à la Zidane un peu, dans le sens on a des stars donc on les met dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent performer du mieux possible, mais tactiquement ça reste relativement simple, alors que dans la pensée du Cholo qui est vraiment un entraîneur qui est beaucoup plus tacticien, après on aime ou on n'aime pas ce genre de fonctionnement, notamment le jeu d'attaque qui est quand même très problématique au niveau de l'animation, mais qui est quand même beaucoup plus réfléchi sur ce qu'il a envie de proposer à son adversaire. Il faut dire sur les derniers derbys, l'Atlético Madrid a été très bon depuis que Simeone est là. Non, c'est pas vrai. Depuis, on va dire 2014-2015, parce que les premières années, l'Atlético continue à perdre des derbys, mais depuis 2014-2015, il y a toujours une résistance assez forte qui s'est faite de la part de l'Atlético durant les derbys. Ils ont gagné au Bernabéu, et puis c'est vrai que les fois où ils ont perdu, ça a toujours été catastrophique. L'Atlético de Madrid ne perdait pas des derbys en étant à son vrai niveau, on va dire. Sinon, c'était des 3-0, des 4-0 qui venaient dans des jours sans, vraiment. Donc, l'Atlético est toujours très performant sur les derbys, et il sera prêt, c'est sûr, parce qu'il a plus de temps pour se préparer aussi. Simeone prépare toujours bien ce genre de match-là. Et puis, Solari et son Real Madrid n'ont pas eu de gros tests jusque-là, je crois. Ils ont eu Séville ces derniers temps, mais c'est plus le même Séville qu'en début de saison ou qu'au mois de novembre. Donc on a une équipe du Real qui est dans une pente ascendante, mais elle a pas eu de vrais tests. Et là, c'est le moment de vérité vraiment qui se profile pour Solari. Et c'est vrai que du point de vue de l'expérience, du point de vue de la manière d'aborder les gros matchs, et du point de vue du calendrier aussi, je crois que l'Atlético Madrid a une vraie carte à jouer sur ce match-là. Ouais. C'est sûr qu'on a de l'avance avec l'expérience qu'a Simeone sur ce genre de match. Mais après, ce que j'ai l'impression que sur les derniers derby, c'est que même quand le Real est dans une situation un peu défavorable par rapport au dernier match, le Real sort quand même un gros match et au final il n'y a pas une énorme différence. Les derniers derbys ont été assez serrés finalement et bon, peut-être pas la finale de la Super Coupe d'Europe, mais les derniers derbys, j'ai l'impression que le Real, il y a une espèce de il y a toujours une motivation en plus. Ils arrivent à sortir quand même un match assez impressionnant malgré l'état de forme pas toujours top. Est-ce qu'on peut considérer que dans les deux derniers grands derbys de Madrid, il y a eu la victoire, je crois que c'était 4-0 avec le retour de Fernando Torres en janvier, c'était avec Ancelotti, je crois, et le premier derby de Zidane avec la défaite 1-0 qui réintroduit Casemiro dans le 11, qui avait été sorti après le départ de Benitez au profit de Isco, et ensuite Zidane revient à une compo un peu plus défensive, un peu plus rugueuse, en remettant le Brésilien qui était absent lors de ce match-là. Et du coup, j'ai pas compris ta question. Non, est-ce qu'on peut considérer ces deux matchs comme les plus marquants des dernières années, parce que généralement ce sont des matchs qui, avec muy poco football, il y a eu pas mal de 0-0 ou d'un partout qui était quand même pas terrible. Est-ce que finalement les deux équipes se connaissent pas trop bien, et finalement au niveau du spectacle, il faut revenir à même le 1-0 de la défaite de Zidane, c'était intense, mais c'était pas la folie, et le dernier derby de championnat qui est marquant, c'est ce 4-0 après, qui a été rajouté avec l'anniversaire de Ronaldo, etc., etc. Je sais pas, parce qu'il y a une fois aussi où le Real Madrid va gagner au Calderón. Je crois que Ronaldo met un triplé ce jour-là.
je sais plus si c'est un 3-0, un 4-1, un truc du style, mais ça c'était un bon derby aussi, mais comme je dis, c'est un jour où l'Atlético était vraiment pas bon. Et puis, il y a eu un autre derby personnellement qui m'a beaucoup impressionné, c'était la victoire du Real Madrid en 2017, finale aller de Ligue des Champions au Bernabéu, je crois, un 3-1, et c'est vrai que là, le Real Madrid est très très fort. Donc, on a eu un peu de tout, j'ai l'impression, sur ces dernières années. Dans les derbys, on a eu des matchs très très fermés, des 0-0. On a eu 2-0-0 dessus, d'ailleurs, en Liga sur les derniers derbys. Mais on a aussi eu des matchs un peu plus plaisants, on va dire. Donc, je sais pas, je crois qu'il y a une pluralité quand même dans la qualité des matchs. Oui, en Ligue des Champions. Moi, je parle en championnat plutôt, mais c'est vrai qu'en... En championnat, ouais. Alors, ouais, championnat, oui. En Ligue des Champions. Ouais, oui, j'avais oublié le 3-0 avec il y a un coup franc de Ronaldo d'ailleurs, qui est contré, c'est ça, c'est ce match-là. Bon, je sais plus s'il y a un coup franc. Ouais, c'est novembre, oui, c'est novembre 2017, je crois. Comme ça, oui, de mémoire, fin novembre. Non, 2017. Moi, je parle de l'éliminatoire en Ligue, la demi-finale de Ligue des Champions. Oui, oui, ouais, je pensais au match retour au Calderon avec les deux buts rapides. Il y a un penalty de Griezmann, et après il y a l'exploit de Benzema et le but avec Isco qui suit. Oui, ça, oui, ça, mais ça c'était. Ouais, en Champions, c'est vrai qu'en Champions, ça a été mieux, le derby était mieux servi qu'en championnat. Peut-être parce qu'il y a moins de calculs finalement à faire, principalement sur les matchs retour, mais est-ce que on est plus libéré dans les matchs de Champions de part et d'autre? Bon, du côté du Real Madrid, toujours, j'ai l'impression. Et non, du côté du Real Madrid, oui, la Ligue des Champions, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et puis c'est vrai que je crois qu'il faut conjuguer ça au fait que le Real Madrid dans le championnat ces dernières années a toujours été un petit peu irrégulier, même quand il a gagné, c'était jamais des années pleines, c'était toujours des hauts et des bas. Et puis par exemple, si on prend le derby du premier tour, le Real Madrid n'est pas super durant cette période-là, ça va initier la période avec le petit goal, les résultats arrivent pas. Il y a un derby où il y a un 0-0 au Wanda Metropolitano en 2017, je crois. Et le Real Madrid est dans une mauvaise phase de Liga avec Zidane aussi, donc c'est vrai que le Real Madrid en Liga n'a jamais flamboyant sur une saison complète, donc ça aide pas à ce qu'il y ait des très très bons derbys, puis en face, l'Atlético de Madrid fait toujours le travail. Et en plus de ça, avec l'Atlético, il y a toujours une sorte de crispation. Déjà en Champions League, il y a une sorte de crispation. Déjà avec la Juve, là, on a peur. Enfin, on n'a pas peur, mais on veut gagner cette Champions, surtout cette année. Mais en plus, en demi-finale contre le Real Madrid, c'est leur tournoi, c'est une grosse équipe. En plus, c'est l'éternel rival. Donc c'est sûr que c'est pas toujours facile d'affronter le Real Madrid en Champions League. Alors on va terminer sur votre pronostic chacun et après puis de questions histoire après. Vous voyez quoi comme résultat à la fois par rapport à votre cœur mais aussi par rapport à la raison. Bon, alors je vais réaffirmer ma haine des pronostics encore une fois dans un podcast de Furia les gars. Alors... Ouais, mais je te force à chaque fois, je sais, mais t'es comme moi. Mais... Alors, d'un premier point, je veux dire que l'accueil de Thibaut Courtois va être exceptionnel. Au Wanda Metropolitano, il va y avoir une bronca monumentale. Ça va être assez incroyable. Déjà, ça c'est mon premier pronostic. Et deuxième pronostic, je sais pas, honnêtement, je veux dire que... Ouais, ce qui m'intéresse il est coté à 1, ton pronostic. Hein. Voilà, exactement. Je risque pas de gagner beaucoup d'argent. Moi, je joue toujours de la sécurité dans les paris. Je parie quand je suis sûr de gagner. Non, et d'autre part, je vais dire que, je sais pas. Non, d'un point de vue plus du jeu, parce que je vais éviter ta question avec en pleine conscience, mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est de voir Rodri, le match qu'il va faire, et parce que ça pourrait être la clé de ce match-là au Bernabéu. Il y a eu une très très bonne première mi-temps de Rodri où l'Atlético s'est vraiment planté un camp adverse et a tenu tête au Real Madrid aussi de cette façon-là. Et ce qui m'intéresse sur ce match-là, c'est est-ce que Rodri va pouvoir avoir la meilleure importance dans le jeu, parce que ça va être une des clés du match. S'il arrive à toucher le ballon, à créer du jeu autour de lui, l'Atlético Madrid pourrait avoir une nouvelle façon de défendre face au Real, ça veut dire avec le ballon. Et ça, ce qui va m'intéresser. Je pense que oui, parce que l'Atlético Madrid est fortement connoté autour de la personne de Rodri Hernandez. Donc ce sera mon pronostic et je vais éviter ta question de connaissance de plus. Ah mais t'as bien répondu. Et toi, Pablo? Alors moi je pronostique 1-0 avec un magnifique but de Morata en humiliant Ramos et Courtois au passage. Voilà, super. Ouais, c'est absolument la raison que t'as parlé là. Non, j'ai fait des analyses et tout et c'est ce qui va se passer. Alors peut-être pas pour faire un 11, mais à la rigueur, quel serait votre 11 de mixé de rivalité? C'est intéressant ça. Bon.
Alors, déjà, il y a dans les cages, t'as Courtois. Dans les cages, tu mets Courtois, déjà. Bon, moi, je mets Oblak, personnellement, mais bon. Ah, je parle historique, hein. T'es obligé de mettre, ouais, non. Bon, moi, tu veux mettre Oblak, hein, ça tient la route, hein. Dans les cages, Courtois, non, historique pour les joueurs qu'on joue pour les deux clubs, ouais. C'est vrai que Courtois, ça me paraît fort. Il y a Juan Fran aussi, latéral droit de l'Atlético, qui a été formé au Real. Je trouve que le symbole est assez fort. Et après, pour les autres joueurs, je sais pas. Solari, pas qui ont joué pour les deux, hein. Pas qui ont joué pour les deux, mais qui le symbolise le mieux. Bah, Ramos, je pense, le but de Lisbonne. D'accord. Godin, parce que Godin marque en finale de Ligue des Champions. Ça restera un des grands joueurs de l'Atlético. Et aussi, c'est un joueur qui a fait, on va dire, qui aurait été, je sais pas comment dire, bienvenu dans n'importe quelle équipe de Liga. Et puis le Real Madrid ni le Barça n'ont jeté leur grappin dessus. Donc, je pense que ça va rester d'une part un joueur important dans l'histoire de l'Atlético, mais aussi un joueur important dans l'histoire de la Liga, parce que c'était un défenseur qui aurait pu aller dans plein d'autres clubs. Et puis qu'au final va aller à l'Atlético, il va écrire une page d'histoire de l'Atlético. On aurait pu choisir Hierro aussi. C'est un joueur pour lequel le Real Madrid a dû débourser de l'argent à l'Atlético, parce que je crois qu'il y avait des histoires de clauses comme quoi Hierro aurait pu aller à l'Atlético. Puis le Real Madrid l'avait pris à Malaga en payant une partie de l'argent à l'Atlético pour que l'Atlético n'aille pas chercher Hierro. Donc, Godin, Hierro, je sais pas, un des deux. Et Philippe Luis à gauche, pourquoi pas? Parce qu'il a joué avec le Castilla. Ouais. Exactement. Il a joué avec le Castilla et maintenant il a... devant il attaque pas mal. Ouais, Raoul Aragonès et j'ai oublié son nom, je l'avais. Ah, terrible. Hugo Sanchez. Oui, voilà, merci. Ouais, voilà, évidemment. Ça fait une attaque qui rend pas trop mal quand même. Ouais, c'est sûr. Raoul, on vous rappelle, hein, je sais pas si on l'a mentionné dans le podcast, mais un joueur formé à l'Atlético, et comme l'a dit Jesus Ring décide de fermer le centre de formation, ça coûtait trop cher, et puis il va devenir le plus grand joueur, je sais pas, troisième plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid. Terrible. Ouais, même lui toute la famille était pour l'Atlético, hein. Ouais, exactement. D'ailleurs, alors petit point people, dans la famille Casillas, Madame Sarah Carbonero est pour l'Atlético. Voilà, donc comme quoi, hein, l'amour, hein. Bon, non, je déconne. Mais c'est vrai que la famille de Sarah Carbonero, ils sont tous pour les Colchoneros. Je vous ai ramené quelqu'un et tu ramènes juste Casillas à la maison. Bon. Voilà, c'est les ironies de l'histoire, on a envie de dire. Milieu de terrain, moi j'ai quand même envie de mettre tu me des grands qu'on pourrait mettre. Bah oui, Solari c'est pas spécialement un grand, mais il a joué pour les deux clubs effectivement. Mais côté gauche, moi je pensais au nez explosé de Lucas Hernandez la saison dernière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était le meilleur moment du derby la saison dernière. Et puis Ramos s'est fait casser le nez aussi durant un derby en 2017. Un bon 0-0, mais Ramos était sorti en sang parce qu'il s'était fait casser le nez durant le derby. Du coup, ça joue, ça valide notre choix de Ramos derrière avec Godin ou Yajou. Absolument, oui, après on pourrait mettre, il peut y avoir foot là parce que c'est un galactique. Donc il y a quand même je crois même que c'est un des premiers jours, il y a une clause anti-Real Madrid, je crois, dans le contrat de Paulo Foot. Exactement. Oui. Il me semble, hein, c'est ça. Oui. Hein. Donc pourquoi pas. Puis en plus c'était un joueur absolument fabuleux. Donc quand même mettons des artistes, t'as Godin, Ramos derrière, tu peux quand même mettre un peu des artistes devant, quoi. T'as le droit, t'es pas tu peux t'autoriser certaines choses. Mais en attendant, le match promet comme à chaque fois, surtout qu'en plus voilà, il y a une sorte de convergence des grandes dates pour les deux clubs, donc les Clasico, la Ligue des Champions. Surtout qu'en plus ce sera le retour de Ronaldo à Madrid avec la Juve qui veut enfin soulever la Coupe d'Europe après deux échecs en finale, et l'Atlético qui va disputer la finale va se disputer au Wanda. Mais est-ce qu'il y aura l'Atlético, c'est la grande question. C'est en tout cas le très gros objectif du club cette saison. Ça serait extraordinaire que l'Atlético puisse disputer la finale à domicile. Les deux derniers clubs qui ont eu la chance de disputer la finale dans leur stade, ça leur a pas porté bonheur. C'est le Bayern contre Chelsea, qui n'a pas de tir au but, et si je me trompe pas, c'est 84 Roma Liverpool qui se termine aussi au penalty, au tir au but. Je sais pas s'il y a des clubs qui ont déjà gagné la Coupe d'Europe à domicile. Je crois que c'est arrivé une fois, mais je sais plus, plus de l'équipe. Mais en tout cas, voilà,
ça augure une grosse fin de saison, tout ça. Et Folia Liga sera sur place avec toi, Elias, si je me trompe pas. Exactement, ouais. Oui, c'est juste. Et avec moi, je serai partagé entre deux sélections, à titre personnel. Mais en tout cas, l'avant-match, on essaiera de vous faire vivre un peu l'avant-match sur les réseaux sociaux. Voilà, avec des photos, avec un peu montrer l'afición locale, s'il y a des supporters adverses. Normalement, ça en Espagne, ça reste relativement, tu peux te balader avec le maillot du rival sans trop problème. Enfin après, hors grosse rivalité et hors comment dire, rendez-vous pour se taper sur la gueule. Mais en règle générale, c'est plutôt ça. Donc voilà, on se donne rendez-vous c'est à 16h15 le match, je crois, au Wanda Metropolitano. Elias Bailif, merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous et à bientôt. Carlos Sanchez, merci à toi. Merci à tous et au Padletti. Vous pouvez nous suivre sur foyaliga.fr, réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, et donc YouTube avec on espère vous poster quelques petites vidéos pour dans les prochains jours, parce que Elias et moi faisons un grand tour à Madrid et en Espagne. Donc voilà, alimenter un petit peu, montrer un peu l'envers du décor et vous montrer des choses un peu méconnues du football en Espagne. Donc on espère passer par Leganés, par Vallecas, etc., et des petits clubs méconnus de la région et aussi dans d'autres coins d'Espagne. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. On espère que ce podcast hors série, je crois que c'est le 4e du nom, vous a plu. Vous pouvez aussi écouter le premier podcast hors série qui a été fait par vous, les gars, je crois, Elias et Pablo. Ouais, c'était ça, oui, sur l'Atlético. C'est drôle parce qu'il est encore d'actualité. On parlait du jeu de l'Atlético et de cette espèce de transformation qui est en train de se faire cette saison, et on est encore dans ce processus-là, on est en plein dedans. Donc voilà, vous pouvez faire un coup double en écoutant ces deux podcasts coup sur coup, ça vous mettra bien dans l'ambiance de cet Eterno Derby. Et puis nous on se dit à lundi pour le traditionnel podcast de Folia Liga. Allez, hasta luego, ciao, adeu.